Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous être joints à cette conférence organisée par All News et permettez-moi de noter ici que nous sommes particulièrement reconnaissants à Mazars et à la Banque SITS de participer à cet événement. Mon nom est Nicolette de Joncker, je suis la rédactrice en chef de allnews.ch, un média en ligne dédié à l'industrie de la finance ici en Suisse, et je serai la modératrice de cette conférence. La rencontre d'aujourd'hui portera sur la prévoyance et plus particulièrement sur les plans 1E, secret d'une gestion individualisée des rentes. Tout d'abord, quelques mots sur le programme. Pablo Astango, Head of Pension Solutions and Wealth Planning à la Banque SITS, nous expliquera pourquoi la gestion du surobligatoire est devenue une nécessité absolue et présentera un bref historique des plans 1E ainsi que de leurs principales caractéristiques. Ludovic Pache, Senior Manager et spécialiste de la fiscalité chez Mazars, lui succédera avec un aperçu des aspects fiscaux et réglementaires de ces plans 1E. Les présentations seront suivies d'une conversation entre nos deux panélistes et moi-même, qui éclairera encore davantage divers aspects du sujet. En fin de conférence, nous tiendrons une session de questions-réponses d'une vingtaine de minutes et j'espère que vos questions seront très nombreuses. N'hésitez donc pas à les poser par l'intermédiaire de la plateforme Zoom. Je les partagerai avec nos panélistes pendant la session de Q&A. À présent, laissez-moi sans plus attendre faire place à Pablo Astango. Pablo, bonjour, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup Nicolette. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, le sujet du jour, ce sont les plans 1E. Donc le plan 1E, c'est de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Donc elle va au-delà du cadre légal de la LPP et elle concerne uniquement les revenus qui sont au-dessus de 129,060 francs par année. La grande particularité de ces plans 1E, c'est que par rapport aux plans de base, eh bien, les plans 1E offrent à chaque assuré le libre choix de sa stratégie d'investissement. Alors, on va revenir un petit peu en arrière et puis voir un petit peu comment la Suisse est arrivée à la mise en place de ces plans 1E. Dans les années 90, il y a eu une sorte de néolibéralisme qui a promu quand même au niveau international la prévoyance individuelle. Et ce modèle est arrivé en Suisse beaucoup plus tard, en 2004, et a été implémenté dans la loi sur la prévoyance professionnelle avec la première révision de la LPP. La première révision a eu lieu en 3 étapes, ce qu'on appelait 3 paquets qui ont été simultanément, année après année, mis en place. Et le plan 1E a vu le jour en 2006. Les plans 1E n'ont pas tout de suite eu beaucoup de succès, tout simplement à cause d'un accident juridique, puisque la loi sur la prévoyance professionnelle et son ordonnance 1E, donc du nom des plans 1E, l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle numéro 2, l'article 1E, n'était pas en adéquation avec la loi fédérale sur le libre passage, puisque la loi fédérale sur le libre passage disait qu'on ne peut pas perdre de l'argent, on ne peut pas retirer moins d'argent qu'on en avait amené. Or, si on choisit sa stratégie de placement, on risque d'avoir des fluctuations et peut-être, avec une année boursière qui serait moins bonne, retirer moins d'avoir que ce qu'on a amené. Donc, il y avait un conflit entre l'ordonnance et la loi sur le libre passage. Et puis, il a fallu 10 ans pour que le législateur mette à niveau ces deux lois. Depuis le 1er janvier 2017, il y a eu un nouvel article qui a été introduit dans la loi fédérale sur le libre passage qui explique bien que celui qui a choisi d'investir individuellement ses avoirs, a le risque de récupérer moins que ce qu'il avait.
Parallèlement à ça, pendant ces 10 ans, le fait qu'il n'y ait pas de concordance entre l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle et la loi sur le libre passage a freiné quand même les entreprises à mettre en place des plans 1E, puisque d'un côté, une loi disait on peut le faire, et de l'autre, une autre disait bah ouais, ok, mais si vous le faites, vous devez quand même donner au minimum ce que l'assuré a apporté. Donc, ça veut dire que les entreprises, les employeurs auraient dû mettre la main au porte-monnaie au cas de mauvaise conjoncture. Puis, ça aurait peut-être donné lieu pardon, à des procès. Et puis, effectivement, je pense que tout employeur voulait éviter ceci. Donc, en fin de compte, bien que les plans 1E aient vu le jour en 2006, c'est qu'à partir d'octobre 2017 qui sont vraiment réglementés et que l'on peut les déployer sans aucune contrainte. Donc ça, c'est un petit peu pour l'historique. Les plans 1E, ils ont cette particularité qu'on peut choisir sa stratégie de placement. Donc, ça veut dire que l'assuré, il va pouvoir avoir un panel de stratégies dans lesquelles il va pouvoir investir ses avoirs. Alors, contrairement au plan de base, le plan de base, la gestion de fortune est décidée par un conseil de fondation, et c'est le conseil de fondation qui va prendre la décision de la stratégie. L'assuré n'a pas son mot à dire, et puis s'il veut savoir comment ses avoirs sont placés, il va falloir qu'il attende la fin de l'année, le bouclement des comptes et lire le rapport de gestion. Dans le plan 1E, eh bien, c'est différent. L'assuré va pouvoir dire, moi, je prends une stratégie avec un certain niveau de risque, et puis je supporte ce niveau de risque. La grande différence entre le plan surobligatoire 1E et le plan, un plan standard qui serait aussi surobligatoire, c'est que dans le plan 1E, il n'y aura pas de constitution de réserve de fluctuation de valeur. Ces réserves de fluctuation de valeur, elles sont constituées par la caisse de pension justement pour pallier à 1 ou 2 années boursières qui seraient pas bonnes et ainsi pouvoir garantir toujours le capital des assurés. Dans le cas des plans 1E, eh bien, chaque assuré va devoir constituer lui-même ses propres réserves de fluctuation de valeur parce qu'il va toucher 100% de la performance. Si je prends un exemple, une année où la performance de la caisse de pension est de 6%, eh bien, dans une caisse de pension standard, vous allez toucher 1% d'intérêt et puis peut-être que 5% seront mis dans les réserves techniques, les réserves de longévité et les réserves de fluctuation de valeur. Dans un plan 1E, vous allez toucher 6%, donc le 100% de votre performance, et à vous de vous créer vos propres réserves de fluctuation de valeur. Donc les plans 1E, en fin de compte, ils ont quand même des avantages pour les assurés, puisque chaque assuré va pouvoir choisir entre plusieurs stratégies. Les fondations, elles ont la possibilité d'offrir au maximum 10 stratégies aux assurés, dont au moins une doit être qualifiée sans risque ou à risque faible. Donc, on l'a vu que dans les plans 1E, il n'y a pas de redistribution. La totalité des placements sera créditée à l'assuré, ce qui va aussi éviter pour cette partie de plan que la caisse de pension procède à une redistribution de la partie surobligatoire pour pouvoir maintenir les retraites. Aujourd'hui, le taux de 6,8 sur la partie obligatoire, il est quand même élevé et c'est vrai que certaines caisses de pension ont des difficultés à maintenir le paiement des retraites avec un taux de conversion aussi élevé. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir donner moins sur la partie surobligatoire et compenser cette partie surobligatoire pour pouvoir payer les rentes. Bien entendu, les cotisations sont déductibles, mais cette partie, je la laisserai à Ludovic. Et puis, au niveau des avantages pour l'employeur, eh bien,
de manière générale, les plans 1E ont des primes de risque, invalidité et décès qui sont légèrement plus faibles que les primes de risque que l'on trouve dans la base. Ceci dû au fait que voilà, les plans 1E sont des plans cadres, comme on les appelle aussi, donc pour des niveaux de salaire qui sont plus élevés et statistiquement, ces personnes sont moins souvent invalides que les personnes qui sont assurées dans la base. Pour l'employeur, c'est aussi éviter le risque de découvert. Si la caisse de pension se retrouve dans une situation qui est défavorable, il n'y aura pas d'assainissement à faire sur la partie du plan 1E, puisque chaque assuré est responsable de son propre investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque compte est cloisonné. Si mon dépôt 1E a une bonne performance, il n'ira pas impacter le dépôt de mon collègue. Et inversement, si mon dépôt a une performance négative, il n'ira pas impacter celui de mon collègue qui aura peut-être choisi une stratégie différente. Et puis, en fin de compte, on s'est quand même rendu compte que les plans 1E, ils créent une sorte d'émulsion au niveau de l'entreprise, puisque les collaborateurs sont plus enclins à s'intéresser à la prévoyance, ils discutent entre eux. C'est vrai que les fondations qui proposent aujourd'hui des plans 1E ont été plus loin que les fondations traditionnelles, puisque l'obligation de reporting d'une fondation traditionnelle, c'est simplement un certificat individuel en fin d'année et un rapport de gestion. Or, la plupart des fondations qui traitent les plans 1E offrent à tous leurs assurés la possibilité de suivre l'évolution de leurs dépôts via un smartphone ou via des applications. Donc, ce qui veut dire qu'on peut voir son évolution au jour le jour. Et donc, ça devient très intéressant puisqu'on a la possibilité d'avoir un suivi de type private banking pour des avoirs de prévoyance. Voilà, je ne sais pas si vous avez une question, Nicolette. Écoutez, si avant de poser des questions, parce que des questions, j'en ai quand même plusieurs, et je suis sûre que nos auditeurs en auront aussi, nous allons d'abord passer la parole à Ludovic sur les questions de réglementation et de fiscalité, les particularités de ces plans 1E sous ces points de vue. Merci Nicolette, merci aussi pour l'opportunité d'expliquer ce sujet intéressant aujourd'hui. Pour répondre presque immédiatement, si j'ose dire, à cette question, quelles sont les particularités, en tout cas sous l'angle fiscal des plans 1E, la réponse est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de différence de traitement fiscal entre un plan 1E, donc un plan de prévoyance 1E, comparativement à un plan de prévoyance ordinaire. Donc finalement, c'est un élément qui est extrêmement important parce que du point de vue fiscal, on connaît extrêmement bien le traitement qui en découle. Par contre, il a un avantage non négligeable que je vais vous expliquer ou que je vais essayer de vous illustrer, en tout cas dans cette brève présentation. Mais comme je l'ai dit, du moment qu'il n'y a pas de distinction fiscale entre un plan 1E et un plan de prévoyance ordinaire, c'est important pour moi que les gens comprennent bien quel est le fonctionnement finalement d'un plan de prévoyance du point de vue fiscal et quels sont les avantages que peuvent en découler, que peuvent en tirer un employé comme un employeur. Donc, pour être assez bref sur ce sujet-là, il est important de comprendre qu'on a deux types, si on veut faire une segmentation un peu brute, des versements qui peuvent être effectués auprès de la caisse de pension, que je vais catégoriser en les cotisations ordinaires et des cotisations ou des versements qui sont plus exceptionnels. Donc, toutes les cotisations ordinaires, finalement, c'est ce qui est prélevé sur le salaire d'un employé, sur une base récurrente, mensuelle. Et pour cette partie-là, que l'on parle de la part des cotisations à charge de l'employé ou de la part des cotisations à charge de l'employeur, ces deux éléments sont déductibles à 100%, soit du revenu de l'employé, soit du bénéfice imposable de l'employeur. Donc, pour
pour tout ce qui est des cotisations ordinaires, on a vraiment une déduction fiscale équivalente que peut faire valoir soit l'employé, soit l'employeur. Au-delà de ces cotisations ordinaires, il y a un second type de cotisations qui sont plus exceptionnelles, si j'ose dire. Pour les employés, c'est ce qu'on appelle les rachats de prévoyance. Et pour les employeurs, on a, alors ce n'est pas l'équivalent, mais c'est un mécanisme qu'on appelle la réserve de cotisation d'employeur qui permet à un employeur de verser d'avance jusqu'à 5 ans de cotisation sur sa propre part, sur sa part employeur des cotisations dues sur les salaires. Et finalement, c'est une contribution unique que peut faire l'employeur qui lui permet de planifier, si on veut bien, le futur. Donc, une année où finalement il aurait des bons résultats, il peut anticiper des charges futures et ces charges futures seront considérées, ces versements seront considérés pour l'employeur comme pleinement déductibles de son bénéfice imposable. Donc, ça permet aussi, pendant les bonnes années, de faire des réserves pour un employeur tout en limitant l'impact fiscal d'un bon résultat pour l'employeur. Au niveau de l'employé, le rachat de prévoyance, comme on l'appelle, c'est la possibilité pour l'employé, pour une personne physique, de rattraper les cotisations ou la lacune de prévoyance, comme on l'appelle, donc le manque de prévoyance qui existe à un moment T, à un moment donné, par des contributions uniques et exceptionnelles de montants qui peuvent être tout à fait différents. Ça, c'est à la libre appréciation de l'assuré. Et cette contribution de rachat est également considérée comme une déduction du point de vue fiscal à 100%. Donc, pour un employé qui déciderait de racheter, comme on le dit, une partie de sa prévoyance, donc de verser par exemple 50 000 francs sur sa caisse de pension, il bénéficierait de la même année d'une déduction fiscale de 50 000 francs qu'il pourrait invoquer sans autre dans sa déclaration d'impôt. Et finalement, ça, c'est l'avantage fiscal du mécanisme de la prévoyance entre la partie cotisation ordinaire et la partie des cotisations un peu plus exceptionnelles. Maintenant, ce qui est important de bien comprendre aussi, c'est pourquoi la prévoyance est un outil intéressant pour l'employé comme pour l'employeur. Simplement parce que pour une personne physique, les déductions fiscales qui sont possibles et dont peuvent bénéficier n'importe quel contribuable personne physique sont aujourd'hui relativement limitées, ou en tout cas, il y en a très peu sur lesquelles l'assuré, le contribuable, peut jouer, on va dire, ou peut planifier quoi que ce soit. En général, c'est des déductions qui sont liées à votre charge de famille, par exemple au nombre d'enfants que vous pouvez avoir à vos frais de transport quand vous allez travailler, les frais professionnels. Sur ces éléments-là, on a peu de planification possible parce que c'est des éléments factuels qui dépendent d'éléments bien spécifiques. Par contre, les seules déductions qu'on peut planifier pour une personne physique. Alors, il y a évidemment ce que bon nombre de personnes connaissent, c'est les frais d'entretien d'immeubles qui seraient détenus par une personne physique, mais surtout les potentiels rachats dans une caisse de pension. Donc, finalement, ce mécanisme de la prévoyance fait partie des dernières déductions fiscales possibles auxquelles ont accès les employés ou même les indépendants, n'importe quelle personne physique. Et de l'autre côté, pour un employeur, comme je l'ai dit, ça donne une certaine planification possible, mais aussi un élément qui n'est pas négligeable et qu'on voit au quotidien, c'est d'améliorer l'attractivité de l'employeur. C'est clair qu'aujourd'hui, pour un employeur, avoir une caisse de pension solide et intéressante, c'est toujours un atout additionnel pour intéresser des employés à les rejoindre potentiellement. Ça, c'est aussi un aspect non fiscal qui est non négligeable. Et pour terminer sur cette partie, finalement, pourquoi le plan 1E, comme l'a expliqué et illustré Pablo, qu'est-ce que vient rajouter finalement le plan 1E dans cette possibilité d'obtenir des déductions fiscales? C'est qu'au quotidien, en tant que fiscaliste, on se rend compte des limites qui existent au rachat de prévoyance.
Parce que souvent, quand on discute avec nos clients, d'effectuer des rachats, alors ils sont acquis à l'idée d'obtenir une déduction fiscale. Ça, je pense que c'est le propre de chacun de vouloir, si possible, payer moins d'impôts. Mais par contre, il y a quand même une certaine crainte, si on peut dire, face au mécanisme, au système de la prévoyance. Certains de nos clients ont le sentiment de mettre de l'argent dans une espèce de boîte obscure dans laquelle ils n'ont pas ou plus de maîtrise. Et ils ont une certaine crainte finalement de ne plus avoir le contrôle de ce qui s'y passe. Et c'est là où le plan 1E finalement prend tout son sens, c'est qu'il apporte cette clarté et cette vision absolument limpide aux employés, aux contribuables, de qu'est-ce qui va se passer avec les contributions qui vont être versées. Respectivement, le plan AE leur donne la transparence totale et la possibilité de choisir quelles seront les stratégies d'investissement et non plus finalement de mettre leur argent, si j'ose dire, dans une caisse collective à disposition de tout le monde sur laquelle ils n'ont aucune maîtrise. Et ça fait finalement, ça met fin à un frein qu'on peut constater au quotidien avec certains clients quand on leur parle de rachat de LPP. Finalement, quand on leur dit vous pouvez faire un rachat de LPP dans un plan AE par exemple, et dans la foulée, vous aurez la possibilité de choisir vos investissements, de les suivre, et puis vous ne serez plus sujet à une certaine solidarité. C'est vrai que c'est des arguments qui parlent à ces personnes qui peuvent s'avérer un peu réfractaires au système de la prévoyance. Et ça permet finalement de bénéficier en plein de cet avantage fiscal qui est offert par la prévoyance professionnelle en Suisse. Ludovic, merci infiniment. Je vais donc maintenant ouvrir un petit peu la discussion qui j'espère sera riche entre vous. Mais je vais quand même lancer une première question qui est plutôt adressée à Pablo. L'employé peut donc choisir sa stratégie, mais c'est à son gérant de choisir la solution qui lui convient dans les limites de l'OPP2, bien sûr. Quels sont les différents types d'allocations que l'on observe en fonction de la propension au risque du client? Alors effectivement, donc on dit libre choix des investissements, c'est pas tout à fait juste, hein. Donc on peut choisir son niveau de risque, de propension au risque. Usuellement, dans la LPP, on donne, dans la prévoyance professionnelle, on gradue le risque par un chiffre, hein. Par exemple, on va parler d'un fonds LPP 20, d'un fonds LPP 30 ou d'un mandat de gestion de fortune LPP 45. Et le chiffre représente la quote-part en action, autrement dit, le risque que l'on est prêt à prendre, puisque le risque en matière de prévoyance professionnelle est surtout mesuré avec les actions. Donc, les assurés, ils auront le choix entre soit un fonds de placement, hein, donc il existe des fonds de placement 20, 25, 30, 35, même 65, ou plus récemment, des banques, notamment des banques privées, ont mis en place des mandats de gestion de fortune qui regroupent plusieurs instruments financiers comme des fonds de placement, peut-être quelques certificats, des trackers, etc. Et ils en ont fait un mandat qui répond également aux normes de l'OPP2. Donc, l'assuré, lui, ce qu'il va devoir faire, bien, c'est déjà déterminer deux critères. D'abord, c'est son horizon de temps. Hein, donc, si je suis très proche de la retraite ou si j'ai encore beaucoup de temps, ça c'est un facteur qui est quand même déterminant parce qu'en cas de baisse des marchés boursiers, il faut quand même un certain temps pour pouvoir se refaire. Et puis, le deuxième, c'est sa propension au risque. Quel risque il est capable de supporter. Et avec ces deux critères, eh bien, son gérant de fortune va l'aider à choisir le mandat le plus adéquat pour lui. Alors, effectivement, il ne va pas pouvoir aller dire « j'aimerais l'action Disney » ou bien « j'aimerais mettre du Bitcoin dans mon mandat ». Donc ça, c'est pas possible.
le choix, il va surtout dans le risque qu'il est prêt à prendre en matière d'investissement. Toujours sur ce sujet, comme vous le savez, dans d'autres pays, le rentier peut choisir lui-même les produits sur lesquels il souhaite investir. Pourquoi y a-t-il encore ce type de restriction en Suisse, à votre avis? Alors, en fait, c'est parce que c'est écrit dans la loi sur la prévoyance professionnelle. Il y a plusieurs principes. Il faut respecter ces principes pour que le plan soit reconnu comme étant de la prévoyance et reconnu d'un point de vue fiscal aussi. Un des principes, c'est le principe dit de collectivité. Ça veut dire que pour l'ensemble des assurés, doivent avoir accès aux mêmes instruments financiers. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, je mets à disposition 4 mandats, imaginons un 20, un 30, un 45 et un 65, et puis qu'un des assurés me dit mais moi j'aimerais peut-être un 100% obligation, et que je le mets en place, je dois le proposer à tous les autres assurés aussi. Donc c'est ce principe de collectivité qui prévaut, parce qu'autrement, ça ne sera pas considéré comme un plan adéquat à la prévoyance. Pour l'instant, on ne peut pas aller jusqu'à ce degré de finalité, sauf si on est indépendant et qu'on est seul assuré. À ce moment-là, on représente tout seul notre propre collectivité, et on pourrait demander à notre banquier s'il est d'accord de dire bah voilà, moi j'aimerais un mandat avec une proportion d'obligations ou d'actions ou d'immobilier plus importante, et puis là on pourrait imaginer quelque chose de plus individualisé. Mais bien évidemment, je pense qu'il y aurait des coûts supplémentaires. Et c'est seulement si on est seul qu'on peut aller à ce niveau de détail. D'accord. Alors, je vais maintenant me tourner vers Ludovic et lui demander à quel moment les avoirs déposés sur un plan AE peuvent-ils être récupérés et quelles sont les conséquences fiscales qui en découlent, donc au moment où on touche le revenu du plan. Merci pour cette question qui est très pertinente et qui va permettre finalement de pousser plus loin l'illustration du fonctionnement fiscal lié au système de prévoyance. Donc, comme je l'ai dit en introduction, au moment où les fonds sont déposés, ça génère des déductions fiscales. Je ne vais pas revenir dessus. Après, pendant toute la durée où les fonds restent sur le plan de prévoyance, c'est un élément qui échappe à toute imposition, si j'ose dire, parce qu'on considère que ce qui se passe dans la prévoyance n'est pas soumis à l'impôt. Et au moment du retrait, c'est là où on a une imposition. Au moment où on va retirer les fonds sous une forme ou sous une autre, on va avoir à ce moment-là une imposition, mais qui est généralement plus faible que la déduction fiscale auquel vous avez eu accès quand on a déposé les fonds, pour une raison que je vais vous expliquer. Donc finalement, à quel moment on peut retirer les fonds d'un plan 1E? Les moments auxquels on peut avoir accès à ces fonds sont exactement les mêmes que pour n'importe quel plan de prévoyance. Donc vous avez pour les cas de retraite, typiquement, où un employé désire partir à la retraite, à ce moment-là, il a le choix entre toucher une rente de retraite ou un capital de retraite. Finalement, le choix de ce qui va être retiré ou les possibilités qui sont offertes dépendent de deux facteurs. Premièrement, de la loi sur la prévoyance professionnelle, évidemment, mais surtout du plan de prévoyance et du règlement de prévoyance qui en découle. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner certaines généralités, mais il faut toujours vérifier quelles sont les possibilités offertes par le plan de chaque personne. Mais on a des cas assez généraux dans lesquels on peut obtenir finalement le retrait de ces fonds. Comme je vous l'ai dit, premièrement, c'est les cas où on a une
situation de retraite, une prestation de vieillesse, comme on l'appelle. Vous avez aussi des cas, par exemple, où malheureusement un employé se retrouverait invalide, des cas d'invalidité où il pourrait avoir accès également à ces fonds de prévoyance. Et vous avez ensuite toute une série de cas qui n'ont pas de lien, si on veut bien, avec soit une retraite, une prestation de vieillesse ou un cas d'invalidité. C'est notamment ce qu'on appelle les retraits pour l'encouragement à la propriété au logement. Donc, un assuré est autorisé à aller prélever sur sa prévoyance des fonds pour procéder à l'acquisition d'un bien immobilier qui servirait à son propre domicile. Donc, typiquement, c'est un des cas pour lesquels un assuré pourrait avoir accès à ces fonds qui sont sur sa prévoyance, sur un plan de prévoyance, avant la survenance d'un cas de vieillesse, par exemple. Et connecté à ces cas-là, vous avez aussi la possibilité de retirer ces mêmes avoirs, non pas pour financer l'acquisition de votre bien immobilier de résidence, mais pour rembourser par exemple une dette hypothécaire sur ce même bien qui serait déjà existante, ou pour financer certains travaux de rénovation ou d'entretien de ce bien immobilier. Donc par exemple, c'est un des cas dans lesquels vous pouvez retirer vos avoirs. Un autre élément qui est extrêmement important, une autre possibilité que les assurés ont de pouvoir retirer leur prévoyance, c'est par exemple au moment où ils débutent une activité lucrative indépendante, moyennant qu'ils ne s'affilient pas de manière volontaire à la prévoyance dans la foulée. Donc si un employé devient indépendant et qu'il renonce ainsi à toute forme de prévoyance professionnelle, il serait autorisé au début de son activité à retirer son avoir de prévoyance pour financer ce début d'activité ainsi que son train de vie. Et en lien avec ce retrait-là, il est aussi certaines fois possible pour un indépendant de retirer son avoir de prévoyance, non pas au début de son activité, mais dans le courant de son activité, alors pour autant qu'il puisse prouver qu'il a investi dans son activité professionnelle indépendante. Donc voilà, ça c'est d'autres types de cas dans lesquels on peut avoir accès aux fonds qui sont déposés sur une caisse de pension, sur un plan AE. Et finalement, un dernier élément, mais qui est peut-être moins courant, c'est si un assuré vient à quitter la Suisse pour un pays qui ne fait pas partie de la communauté européenne ou qui en fait partie et qui ne connaît pas un système de prévoyance professionnelle obligatoire. Et dans ces cas-là, en cas de départ définitif de la Suisse, on pourrait retirer l'avoir de prévoyance. Et finalement, du point de vue fiscal, qu'est-ce qui se passe au moment où vous retirez cet avoir de prévoyance? Soit vous touchez une rente, par exemple de vieillesse ou d'invalidité, et auquel cas cette rente est considérée comme un revenu imposable qui vient s'ajouter à vos autres revenus dans la déclaration d'impôt, donc imposé de manière ordinaire, mais généralement à un taux plus faible, parce qu'on le sait, un employé qui part en retraite voit généralement son revenu diminuer, son revenu de retraité légèrement diminuer, ce qui va réduire son taux d'imposition, comme on l'appelle. Donc, il aura une imposition plus faible que le jour où il avait cotisé, où son taux d'imposition était plus élevé. Et puis, pour tous les autres cas de figure, vous allez retirer non pas une rente, mais un capital de prévoyance, donc vraiment une somme unique. Là, vous avez également une imposition au moment du retrait du capital, mais qui est allégée. Donc, c'est une imposition unique qui est faite au moment du retrait de l'avoir de prévoyance, qui est faite de manière séparée des autres revenus du contribuable à des taux qui sont plus faibles. Donc là, on voit clairement finalement quel est l'intérêt fiscal de la prévoyance. C'est que si on imagine des cotisations qui étaient déductibles à 100% et un retrait d'un capital de prévoyance plusieurs années plus tard, l'imposition de ce retrait fait un taux qui est plus faible. Pour vous donner quelques chiffres, quand on parle de taux d'imposition maximum, en général, l'impôt sur le revenu, donc l'économie fiscale, si j'ose dire, qu'on peut faire avec des cotisations LPP, peut atteindre 45% par exemple de la cotisation si on parle d'un contribuable genevois avec des revenus importants. Au contraire, le retrait du capital de prévoyance, l'imposition de ce retrait est limitée en général à un taux d'imposition qui peut varier entre 15 et 20%.
Donc là, c'est vraiment une grosse différence, si vous voulez, entre l'imposition, enfin l'économie au moment où on dépose les fonds sur l'avoir de prévoyance et l'imposition qui en découle au moment où on retire les fonds de la prévoyance. Effectivement, un avantage assez considérable. Je vais poser une dernière question qui s'adresse un petit peu à tous les deux avant de passer aux questions de l'audience. Et c'est une question qui regarde les normes touchant les plans 1E en matière d'ESG. Beaucoup d'ESG, vous le savez tous. Y a-t-il des normes et des obligations dans la gestion des plans 1E en matière d'ESG? Alors, je vais peut-être répondre. À ma connaissance, il n'y a pas de normes et il n'y a rien qui est prévu en matière de LPP. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie qui touche aux investissements, c'est aussi dans l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle et donc ça dépend du Conseil fédéral. Maintenant, le législateur a toujours été très, très large. Il n'a jamais voulu être très restrictif quand il a édicté ces normes. Par exemple, il a dit c'est maximum 50% d'actions, mais on sait qu'on peut demander une dérogation aux autorités. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la prévoyance professionnelle, il y a un besoin en cash flow qui est important. Il y a des rentes qui doivent être servies. Donc, je veux dire, si demain, il y a une norme qui apparaît pour la prévoyance de manière générale, elle sera appliquée au 1E, puisque c'est les mêmes normes au niveau des investissements. Maintenant, c'est vrai que dans les plans 1E, beaucoup de banques sont très, très sensibles à cet aspect ESG. Alors, peut-être pas les 3 lettres, mais je dirais plutôt le côté environnemental, où effectivement, on peut avoir une certaine marge de manœuvre. Maintenant, c'est très, très difficile, par exemple, dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, de dire notre mandat est ESG ou notre mandat est de développement durable, parce qu'il y a certains instruments financiers sur lesquels il est difficile de mettre une étiquette. Je pense notamment, par exemple, aux fonds immobiliers, où aujourd'hui, ce n'est pas tout le parc des immeubles qui a une pompe à chaleur, qui bénéficie de panneaux solaires, etc. Ça va se faire peu à peu. Donc, on peut discuter avec son banquier, on peut comprendre comment se fait l'investissement, quelles sont les tendances du banquier en matière de ESG, mais de nouveau, je pense que c'est encore difficile de mettre vraiment une étiquette ESG sur des mandats. On arrive gentiment à pouvoir mettre des impacts carbone sur des portefeuilles, ce qui est déjà un grand pas, hein, soit dit entre nous. Mais vraiment une étiquette ESG 100%, ça sera encore assez difficile. Mais voilà, les banques ont de plus en plus tendance à aller vers des placements qui sont ESG. Mais je vous remercie beaucoup, tous les deux. Et le moment est maintenant arrivé de répondre aux questions de l'audience. Nous en avons plusieurs. Donc, nous essaierons de ne pas être trop long dans les réponses pour que tout le monde puisse avoir ses réponses et avoir son tour. Alors, la première question, faut-il être une fondation de placement régulée par la CHSPP pour proposer des plans 1E? Alors, il faut être une fondation de prévoyance qui est soumise à une autorité cantonale. Je ne suis pas sûr qu'elle soit obligatoirement autorisée, enfin qu'elle soit obligatoirement soumise à la commission, à la CHSPP. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit soumise à une autorité de surveillance. Et les autorités de surveillance des fondations, elles sont cantonales. Il y a certaines autorités de surveillance qui regroupent plusieurs cantons. Par contre, à Genève, il y en a une que pour le canton de Genève. Mais oui, il faut qu'elle soit soumise à une autorité de surveillance, de toute façon. Et puis surtout, un point très important, il faut qu'elle n'assure que les salaires au-dessus de 129 060. Oui.
Bien Donc, sûr. elle pourrait pas, la même fondation ne pourrait pas assurer des salaires au-dessous. D'accord. Deuxième question. Un salarié dont l'employeur ne proposerait pas de plan 1E pourrait-il s'affilier de son côté auprès d'une fondation proposant un tel régime pour la partie surobligatoire? Alors, malheureusement, non. C'est de nouveau le principe de collectivité qui prévaut. Donc, on peut pas faire de la prévoyance professionnelle à la carte. Donc, ça veut dire qu'il y a des critères qui doivent être mis en place. Et si c'est un assuré qui, par exemple, est là depuis plus de 10 ans, ben c'est tous les assurés qui sont là depuis plus de 10 ans qui doivent pouvoir bénéficier du même traitement. Donc, non, c'est une démarche qui doit venir de l'employeur pour pouvoir mettre en place le plan, puisque bien évidemment, l'employeur va devoir participer à la construction de ce plan, en tout cas à hauteur de 50%. Donc, pas de possibilité de s'inscrire chez quelqu'un d'autre. C'est uniquement, on est uniquement, d'accord. Et les plans 1E sont souvent critiqués en raison de la mise en péril de la solidarité au sein du deuxième pilier. Selon vous, est-ce vrai ou non? Alors, ça n'engage que moi, on est d'accord, mais c'est vrai que le terme le plus souvent employé, c'est la désolidarisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe même de la LPP, c'est d'accumuler individuellement des avoirs dans un compte de nouveau individuel. Il n'y a pas dans la LPP de pacte intergénérationnel entre les actifs et les passifs. Donc, à mon avis, ce n'est pas juste de dire qu'il y a une désolidarisation. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs caisses de pension qui sont même obligées de procéder à des redistributions en allant puiser sur la partie surobligatoire, sur les rendements de la partie surobligatoire pour pouvoir tenir les promesses de retraite. Moi, je dirais presque que c'est de l'exploitation. Parce que, à quelque part, si j'ai un salaire plus élevé, que j'ai accès à un plan surobligatoire qui ne soit par exemple pas un plan 1E, ben, je ne trouve pas juste qu'on me dise, ben voilà, la partie surobligatoire n'a pas été rémunérée parce qu'on est obligé de rémunérer les rentes des passifs. Et donc, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y ait de la désolidarisation. Donc, non, je pense même que le plan 1E, c'est une très bonne alternative pour séparer ces deux aspects de la prévoyance et même peut-être renforcer la caisse de pension de base. Moi, je l'ai déjà vu quand on a mis en place dans une autre vie professionnelle, j'avais accès à un plan 1E. Lorsque le plan 1E a été mis en place, eh bien, ça a amélioré le taux de couverture de la caisse de pension de base. Donc, ça veut dire que ceux qui n'avaient pas accès au plan 1E, ben, ils ont aussi bénéficié de cette séparation. Donc, finalement, Ludovic, si tu veux. Voilà. Donc, finalement, ce sont des plans qui, quelque part, bénéficient à l'ensemble de la communauté des rentiers. Qui bénéficient à l'ensemble de la communauté des assurés. Des assurés, oui. Voilà, pas des rentiers. Ben, ils sont rentiers quand même à partir du moment où… Ils seront rentiers. Ils seront rentiers, ils deviennent rentiers, c'est vrai. Par contre, c'est peut-être important de préciser que le plan 1E ne peut pas être pris sous forme de rente. Donc, ça, c'est très, très important. Quand une entreprise décide de mettre en place un plan 1E, il faut savoir que cette partie de prévoyance ne sera pas prise sous forme de rente. D'ailleurs, pour rejoindre un peu les sceptiques du plan 1E, moi, ce n'est pas la désolidarisation qui me chiffonne, c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui, les objectifs du plan obligatoire et du plan surobligatoire ne sont pas clairement définis.
Est-ce que le plan 1E, c'est vraiment de la prévoyance professionnelle ou est-ce que c'est de la prévoyance individuelle plus? C'est plutôt ça, parce que c'est une élite qui peut avoir accès à ceci. Effectivement. Une autre question encore sur les frais de gestion. Les frais de gestion constituent bien sûr un sujet fondamental dans la prévoyance professionnelle. Qu'est-ce que ça coûte dans les plans 1E? Qu'est-ce que coûte à combien se montent ces frais de gestion dans un plan 1E? Alors effectivement, dans un plan 1E, l'assuré va devoir prendre en charge les frais de gestion de fortune. Néanmoins, ce sont des frais de gestion de fortune qui sont plutôt bas pour le type de gestion qu'il s'agit. Il faut compter entre, je dirais uniquement pour la gestion de fortune, entre 0,5 et 0,8% des avoirs investis. C'est un peu les fourchettes que j'ai eu l'occasion de voir pour les acteurs de ceci. Donc, en gros, si vous payez 0,8 et puis que vous avez un rendement de 5 brut, ben, vous savez que vous avez eu un rendement net de 4,2. Donc, c'est moins cher qu'une gestion de fortune. C'est moins cher qu'une gestion de fortune, si je puis dire. Voilà. Autre question, encore une question, ces frais de gestion sont-ils déductibles fiscalement? C'est une bonne question. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que à partir du moment où les avoirs se trouvent sur un plan de prévoyance, pour l'assurer, les revenus générés par cet avoir de prévoyance ne sont pas imposés. Ce qui veut dire que le corollaire, c'est que les charges qui vont avec ne sont évidemment pas déductibles, mais il y a une certaine logique vu qu'on n'impose pas les revenus. Et finalement, c'est uniquement le net qui aura été cumulé sur l'avoir de prévoyance qui sera imposé à la sortie, comme je le disais avant, au moment où on retire les fonds. Donc, l'année concernée, je ne peux pas dire qu'ils seront déductibles parce que ce serait faux, mais ils ne sont pas déductibles parce que les rendements ne sont pas imposables. Et finalement, au moment où on ressort le net, on ne paye que sur le net. Donc, d'une certaine manière, oui, ils sont déductibles à la sortie, si on veut bien, mais pas en cours d'année. Je ne sais pas si Pablo, tu veux compléter ce point. Non, effectivement, j'aurais répondu comme toi. Du moment que le revenu n'est pas imposé, le coût d'acquisition de ces revenus ne doit pas être déductible non plus. Alors, moi, j'ai une autre question. Que représentent les plans 1E en masse aujourd'hui, en pourcentage, des plans surobligatoires en général, de la LPP? Alors, je n'ai pas de chiffres précis. Je vais vous donner simplement mon appréciation. Je pense qu'actuellement, c'est encore très faible. Il y a des grandes entreprises internationales qui ont opté pour les plans 1E parce qu'il y a encore un aspect qui n'est pas fiscal, enfin qui est plus comptable, c'est que dans les normes comptables, mais peut-être que Ludovic pourra en parler mieux que moi, dans les normes comptables internationales, on ne doit pas créer de provision pour la prévoyance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit suisse, la prévoyance professionnelle ne fait pas partie du bilan, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons et dans les normes comptables internationales. Donc, pour les entreprises qui doivent présenter leurs comptes selon les normes internationales, le fait d'avoir un plan 1E est très intéressant parce qu'ils ne vont pas devoir capitaliser en tant que réserve cette promesse qui est faite aux assurés en matière de retraite.
Donc, il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui optent, ou en tout cas qui sont en train de réfléchir à la mise en place d'un plan 1E, mais je pense que le pourcentage est encore très faible. Par contre, au niveau des indépendants, notamment des professions libérales, le pourcentage est quand même beaucoup plus intéressant. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui a de toute façon l'habitude ou l'appétence pour pouvoir faire de la gestion de fortune, peut-être quelqu'un qui a un revenu intéressant et qui se dit, mais tiens, en fin de compte, je fais la gestion de fortune de manière individuelle, dans un univers qui est soumis à fiscalité, je pourrais faire presque la même gestion de fortune dans un univers avec une fiscalité réduite. Et donc là, effectivement, c'est un avantage pour les indépendants de se dire, ben tiens, je peux en tout cas couper la poire en deux, même si c'est des avoirs qui sont bloqués un certain temps, je vais pouvoir faire de la gestion de fortune, mais dans un monde avec une fiscalité réduite. Alors, nous avons encore quelques questions. Une entreprise peut-elle proposer un plan de base et un plan 1E pour des revenus excédentaires du type bonus ou salaire excédentaire à un moment convenu? Bon, je pense que c'est là surtout de bonus, en fait. Oui, alors le moment convenu, c'est si on met en place un plan, il a une durée, hein, donc on ne peut pas dire je te mets un plan cette année pour ton bonus, puis l'année prochaine, je l'enlève. Donc de nouveau, il y a ce principe de collectivité qui prévaut. Et oui, effectivement, on peut assurer toute la partie de salaire qui est au-dessus de 129,060 et on peut choisir, même par tranche, hein, alors, de nouveau, 129,060, c'est la limite qui a été mise en place par le législateur, mais dans beaucoup d'entreprises, je vois des plans 1E où la limite est beaucoup plus haut, 200, 250, voire 300, et beaucoup d'entreprises où effectivement, ils disent ben, le salaire fixe, il est assuré dans un plan enveloppant. Par contre, le bonus, lui, est assuré dans un plan surobligatoire 1E. Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire de cette manière. Alors, vous avez dit que pour proposer des plans 1E, il ne faut pas être une fondation de prévoyance qui assure la part obligatoire LPP. Quid d'une fondation de placement qui gère donc des groupes de placement qui sont, eux, investis par des institutions de prévoyance? Donc, il y aura deux fondations distinctes. Une fondation qui va assurer les assurés de manière collective, hein, une fondation enveloppante ou une fondation commune, et qui aura plafonné son salaire, hein, par exemple à 200 000. Hein, donc, je plafonne le salaire à 200 000 sur la fondation de base et je viens assurer sur une autre fondation, hein, donc juridiquement distincte, qui sera une fondation de type 1E, le salaire excédentaire à 200 000. Et donc, il y aura bel et bien deux fondations juridiques différentes. D'accord, mais cette fondation peut-elle gérer des groupes de placement qui sont, eux, investis par des institutions de prévoyance? Enfin, j'imagine que la question, c'est un peu, est-ce que ça serait une forme de fonds ou de fondation, si je puis dire? Non, à ma connaissance, je ne connais pas. On pourrait très bien imaginer plusieurs fondations, hein, qui couvrent différentes cercles de personnes assurées. Après, peut-être, est-ce que la question fait référence à des fondations de placement qui sont des fondations qui ont été mises en place par les caisses de pension pour gérer leurs avoirs? Alors, à ce moment-là, oui. Typiquement, je sais que beaucoup de banques utilisent les fonds qui sont construits par des fondations de placement dans leur mandat, tout simplement parce que ce sont des mandats qui sont gérés de manière très spécifique, spécialement pour les institutionnels. Donc oui, les fondations de type 1E utilisent les fonds
des fondations de placement dans leur mandat, si c'était ça la question. Très bien. Écoutez, je crois que nous arrivons un petit peu à la fin de cette rencontre qui était, je dois dire, fort intéressante. J'aimerais d'abord remercier nos panélistes de la clarté de leur présentation et de leurs explications et de la manière très pertinente dont ils ont répondu à toutes les questions posées. Parfois, on a des mauvaises surprises avec les questions, et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc, je me tourne maintenant vers notre audience pour la remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir posé de nombreuses questions. Ce fut un réel plaisir de modérer cette conférence et je vous en remercie beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.